Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo qui va être le point de départ d'une nouvelle série que j'ai appelée Comprendre le SQL. En effet, désormais dans la plupart des applications, des logiciels, des sites internet, on stocke nos informations dans ce que l'on appelle une base de données. Or, pour manipuler une base de données, on utilise un langage qui s'appelle le SQL. Ainsi, il est extrêmement important de maîtriser ce langage. Ainsi, je me suis dit pourquoi ne pas faire une série de vidéos là-dessus pour comprendre comment l'utiliser, quelles sont ses subtilités, comment bien l'utiliser. Pour cette première vidéo, je vais notamment m'étendre sur qu'est-ce qu'une base de données, car après tout, c'est notre point de départ. Si on utilise le SQL, c'est parce qu'on a une base de données. Mais du coup, pourquoi on a une base de données? Qu'est-ce qu'une base de données? Quelle est l'utilité d'une base de données? Et c'est justement ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données, c'est un ensemble qui va permettre de stocker des données. C'est le but, c'est une base de données. Donc évidemment, l'une des grandes composantes de notre base, ça va être des données. Mais là, vous allez me dire, ça ne vaut pas mieux que par exemple un fichier d'un texte, ou un fichier Excel, ou un fichier JSON, ou quoi, tout simplement stocker mes données dans une base de données. C'est parce que contrairement à d'autres, une base de données est accompagnée d'un deuxième composant que l'on appelle le SGBD, donc, qui est le système de gestion de base de données. Imaginez que vos données forment une très grande bibliothèque. Lorsque vous êtes sur des fichiers, qu'est-ce que vous devez faire? C'est vous qui devez aller parcourir le fichier, aller chercher toutes les informations qui vous intéressent pour trouver votre résultat. Et bien, avec le SGBD en plus, vous allez avoir tout un système de requêtage qui vous permet en réalité d'avoir un bibliothécaire auquel vous dites je veux ces éléments-là, et lui, c'est lui qui va traiter votre demande et va vous retourner le résultat. C'est lui qui va vous faire votre recherche à votre place et il va vous retourner les résultats. Du coup, c'est beaucoup plus facile de récupérer et de manipuler nos données. Donc voilà, retenez ça, une base de données, c'est un ensemble qui contient deux composants. Tout d'abord les données brutes que l'on utilise comme un stockage de fichiers, etc. Mais surtout derrière un SGBD qui va vous permettre de manipuler extrêmement facilement ces données. Donc l'avantage des données, c'est que les données sont structurées évidemment. Elles sont découpées en plusieurs granularités. Donc je vais partir de la plus grande qui est une banque de données. Une banque de données, c'est un ensemble de bases de données. Prenez par exemple, si vous faites du stockage de fichiers, ça va être un répertoire, un dossier, vous voyez, avec évidemment dedans plein de fichiers. Ensuite, donc, nous avons évidemment la base de données, ce qui nous intéresse réellement. Une base de données, vous pouvez considérer en mode fichier que c'est tout simplement un fichier. Il y a un fichier par base de données. D'accord? Évidemment, un dossier contient plusieurs fichiers. Du coup, par exemple, une banque de données va contenir plusieurs bases de données. Ensuite, nos bases de données vont pouvoir contenir des tables. Donc imaginons, il faut voir ça comme un tableau. Ce qu'on appelle une table, il faut voir ça comme un tableau. Pourquoi? Parce qu'une table va être composée de lignes et de colonnes. Donc par exemple, si je reste toujours dans les analogies avec des fichiers, on peut dire que là c'est l'intérieur d'un fichier Excel et que la table, ça va être la feuille. Vous savez, en bas vous avez plusieurs feuilles de calcul potentiellement, et chaque feuille de calcul a des lignes et des colonnes. Et donc, voilà, une table, ça serait une feuille sur un fichier Excel. Et donc, comme je l'ai dit, évidemment, nous avons des colonnes dans notre table et nous avons surtout des lignes d'enregistrement. C'est-à-dire, par exemple, je vais avoir, dans ma base de données, je vais avoir une table client. Et dans ma table client, je vais avoir des colonnes, par exemple le nom, une autre colonne le prénom, une autre colonne l'adresse email, l'adresse, une autre colonne le téléphone, etc. Et ensuite, pour chaque client que j'ai, je vais ajouter une ligne auquel je vais renseigner les différentes colonnes. Grâce à ça, en fait, j'obtiens donc une hiérarchie de mes données. D'abord, j'ai un ensemble de bases de données. Chacune de ces bases de données contiennent des tables, et ces tables contiennent des lignes. Donc tout ça, c'est mignon, je vous parle, mais c'est plutôt abstrait. La grande question qu'on pourrait se poser, mais c'est concrètement, ces données, elles sont où? Alors il n'y a pas de mystère, il n'y a qu'une seule façon pour stocker... non, il y a plusieurs façons de stocker, mais pour stocker en mémoire, cela doit se faire via des fichiers.
Et évidemment, les bases de données derrière n'échappent pas à cette façon d'enregistrer. Je suis allé sur MySQL de mon WAMP, et ici on peut voir que j'ai un dossier par base de données. Quand on rentre dans cette base de données, en réalité là-dedans on va avoir des fichiers. En fait, vous allez voir que chaque table a 2 fichiers. Et quand on ouvre ces fichiers, on peut voir une sorte de contenu binaire qui n'est absolument pas lisible. Et là, c'est là-dedans que nos lignes d'enregistrement sont stockées. Donc ici, nous avons un dossier par base de données. Nos tables, elles ont 2 fichiers. Un fichier qui va contenir le schéma, c'est-à-dire une table qui va avoir telle colonne, telle colonne, telle colonne, qui a tant de lignes, etc. Et une autre fichier qui va contenir tout simplement l'ensemble des lignes d'enregistrement sous un format encodé, donc que l'on ne peut pas lire juste comme ça. Donc évidemment, comme nous on ne peut pas les lire comme ça, derrière ce qu'il nous faut c'est un système qui va manipuler ces fichiers pour nous, parce qu'au final, moi je ne sais pas quoi faire de cette suite de nombres hexadécimales. Et c'est justement le rôle du SGBD. Le rôle du SGBD, ça va être tout simplement de manipuler l'ensemble de ces fichiers et de faire en sorte qu'il vous offre la possibilité de faire des requêtes extrêmement simples qui va vous permettre de retrouver des informations qui se trouvent dans ces fichiers. Donc un SGBD, il peut être découpé, on va dire, en 4 grosses tâches, 4 gros éléments. Tout d'abord, nous allons avoir un moteur SQL. Le moteur SQL, c'est justement ce qui va réaliser toutes les manipulations sur ces fichiers, donc sur les fichiers physiques, parce que nous, derrière, on ne manipule jamais un fichier. Nos bases de données, on ne touche pas nos fichiers. C'est le moteur qui va faire tous ces traitements pour nous, qui va lire les différentes lignes d'enregistrement et qui va nous les retranscrire, nous, dans une information, on va dire, compréhensible pour nous. Nous avons un catalogue, donc là c'est ce qui va contenir la description de notre base de données et notamment les informations subsidiaires comme les utilisateurs. Effectivement, sur une base de données on peut avoir plusieurs utilisateurs et chacun de ces utilisateurs peut avoir des droits différents et des droits d'accès différents. Donc certains utilisateurs pourront voir une base tandis que d'autres ne pourront pas, certains utilisateurs pourront voir des tables pendant que d'autres ne pourront pas, certaines informations pourront faire des manipulations que d'autres ne pourront pas, et en fait toutes ces informations là sont enregistrées dans le catalogue et c'est là-dessus qu'en fait on va faire toutes nos vérifications de droits d'accès. Nous avons évidemment un langage de requête, parce que il faut faire notre demande dans un langage que le SGBD est capable de comprendre, et donc évidemment ce langage de requête c'est le SQL. Sauf que là, je viens de lui dire, on se met d'accord sur un langage, donc je vais faire mes requêtes en SQL, mais lui derrière il faut qu'il les comprenne. Pour ça nous avons donc un processeur de requête. Ce processeur de requête, son rôle, ça va être de prendre notre requête, de le transformer on va dire en commande pour le moteur SQL, pour lui dire écoute, l'utilisateur il veut ça, donc tu vas me prendre ce fichier là, tu vas récupérer telle donnée, et lui le moteur SQL il va dire ok je prends ce fichier là, je vais retirer telle ligne et telle ligne, je te retourne le résultat, etc. Et donc justement, quel est le processus usuel? Comment on fait une requête SQL? C'est très simple. Mais avant, oui, j'ai oublié un petit point, il y a également un SGBD. Vous pouvez en avoir plein sur le système, hein. Il va y avoir MySQL par exemple, il va y avoir Oracle, il va y avoir SQL Server, et chacun va également proposer des outils spécifiques, des trucs en plus, le but étant de se démarquer. Ça peut être des outils de monitoring, ça peut être des outils de statistiques, cela peut être plein d'outils annexes qui vont vous permettre de voir plus d'informations pour la gestion de votre base de données. Mais là-dessus, comme ça dépend forcément de votre SGBD, je ne vais pas m'amuser à lister toutes les fonctionnalités possibles et inimaginables. Sachez que tous les SGBD ont forcément ces 4 informations, donc le moteur SQL, les catalogues, les processeurs de requêtes et un langage de traitement de requêtes. Donc revenons là où j'étais, je disais, qu'est-ce que l'on va faire? Quel est le processus normal lorsque l'on fait une requête SQL? Donc, d'abord j'écris ma requête SQL. Donc je vais écrire dans un langage, que l'on verra sûrement dans une autre vidéo. Je vais dire par exemple je veux récupérer les 10 derniers clients. Voilà. Donc moi je vais écrire ma requête et je vais l'envoyer.
Donc derrière, en fait, on va l'envoyer au SGBD et on va notamment l'envoyer au processeur de requête. Le processeur de requête, il va prendre votre requête, il va la traduire en termes d'action mécanique. Dans le sens, il va falloir prendre tel fichier, on va devoir faire un tableau croisé de ces données, on va faire des fonctions d'agrégat, on va faire des... Et tout ça, en fait, toutes ces étapes vont définir ce que l'on appelle un plan d'exécution. Ça veut dire, ça va être une liste de commandes, de processus à faire, de manipulation de données qui vont être faites et qui vont vous permettre d'avoir le résultat attendu. Évidemment, tout ça, ce n'est pas vous de vous en soucier, vous faites juste votre demande. C'est ensuite au processeur de requête de se dire comment je vais pouvoir satisfaire cette demande. Une fois qu'il a déterminé le plan d'exécution, il va envoyer ça au moteur SQL, mais avant il va falloir quand même qu'il vérifie les droits. Parce que évidemment, maintenant qu'on sait toutes les manipulations qui sont nécessaires, encore faut-il que vous ayez le droit de les faire. Donc évidemment, on va vérifier dans le catalogue que les utilisateurs ont le droit de faire toutes les opérations nécessaires au plan d'exécution. Si vous n'avez pas le droit, on vous envoie un message d'erreur en disant Access Deny. Au contraire, si vous avez tous les droits nécessaires, il n'y a rien qui bloque, le contrôle est passant, et du coup, le plan d'exécution va bel et bien au moteur SQL. Le moteur SQL reçoit le plan d'exécution, et du coup, il va faire les manipulations que le processeur de requête a exigé pour obtenir le résultat escompté. Donc lui, il les fait réellement, et ainsi, il va vous retourner le résultat. Et c'est ainsi que marche un système de base de données. Réellement, en fait, l'avantage par rapport aux fichiers normaux, le fait de stocker un fichier servir par exemple d'un fichier Excel, etc., c'est vraiment que derrière, on a un outil qui va nous permettre de faire des manipulations sur nos données extrêmement rapidement. Moi, je n'ai qu'à écrire ma requête et derrière, il y a tous ces traitements-là que vous pouvez voir. Donc, établir un plan d'exécution, vérifier l'ensemble des droits et manipuler tous les fichiers, etc. Faire des agrégations, faire des tableaux croisés, faire des jointures, c'est des opérations qui peuvent être très chiantes à faire si nous, on devrait le faire à la main. Et heureusement, on a ce système de gestion de base de données, donc SGBD, qui nous permet de faire tout ça à notre place et nous, on a juste à attendre notre résultat. Donc voilà pourquoi on utilise les bases de données. Évidemment, notre point de départ, vous avez vu, c'est on écrit notre requête SQL. Donc évidemment, il faut maîtriser ce langage-là, c'est impératif. Et surtout, il faut bien savoir qu'en fait, selon ce que l'on va demander, il peut y avoir plusieurs plans d'exécution pour un même résultat. Donc l'idée, c'est vraiment de déterminer quelle est la meilleure requête pour avoir le résultat que je veux, mais avec le meilleur plan d'exécution, c'est-à-dire celui qui va mettre le moins de temps pour me retourner mes résultats et qui va consommer moins de mémoire, etc. Après là-dessus, il y a plein de métriques que vous pouvez optimiser, et tout ça, justement, on le verra sûrement dans des prochaines vidéos sur cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle comprendre comment marche le SQL. Donc pour le moment, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Et donc je vous dis merci et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.